Comme il était toujours à la recherche de nouveautés, il s'est dit que ces tours qui étaient là pour capter l'énergie et la distribuer, il pouvait s'en servir à autre chose. Et il a effectivement développé l'utilisation d'une arme vraiment extraordinaire. Et il avait été voir entre autres Roosevelt pour lui en parler, en lui disant « J'ai trouvé une arme dissuasive qui est extraordinaire et il faut pour cela avoir des tours. » En tout cas, c'est un design, c'est une invention sur le papier, qu'il va mettre à disposition des États dès le milieu de la Première Guerre mondiale, hein, et après il en reparle régulièrement, puisque à ses yeux, si tout le monde dispose d'une arme absolue ou d'une arme ultra efficace ou d'une arme ultra performante qui est capable d'éradiquer, de brûler, de faire tomber en panne des flottes entières ou des véhicules aériens ou des vagues de tanks, et ben en fait, la guerre n'est pas possible. Il est vraiment dans cette école de pensée qui pouvait être présente aussi avec l'arme atomique de la dissuasion. Il a tenté un coup fabuleux, mais vraiment un coup de poker. Il s'est dit, je vais faire une expérience sans en parler à personne, et on verra l'impact que ça donne, et comme ça, on verra que mon arme et mon rayon de la mort existent. Et en fait, c'est la fameuse histoire de Tunguska, qui est une histoire fabuleuse qui a été cachée, ou mal interprétée, ou déformée. L'expérience est simple. Il va réactiver sa tour de Wardenclyffe en 1908. Il va se mettre d'accord avec un de ses amis qui s'appelle Perry, qui est en train de découvrir le pôle Nord, et à qui il dit qu'en fait, il va se trouver sur le trajet d'une énergie qui va sans doute arriver par le ciel. Et il dit à Perry, quand tu verras passer quelque chose, essaye de m'envoyer un message quelconque pour me dire que tu as vu passer quelque chose. En fait, Perry n'a rien vu passer. Par contre, on a vu le résultat. Tunguska, c'est en Sibérie. Et un jour, il y a une explosion fabuleuse qui arrive, qu'on n'attendait absolument pas, qui a été recensée sur tous les sismographes qu'il y avait sur la Terre. Et le résultat, c'est des centaines de kilomètres carrés où il n'y a plus rien, quasiment. Tous les arbres sont couchés, les rennes et les lynx et les quelques renards qui existaient sont morts. Alors en fait, Tesla avait pris quand même la précaution de viser une région de Sibérie qui était déserte où il n'y avait rien du tout, donc il y a eu très peu de morts. On a envoyé, suite à cette explosion, des gens qui ont constaté effectivement que c'était dévasté, qu'il n'y avait plus un arbre debout, ils étaient tous couchés dans le même sens, mais il n'y avait aucun impact. Et là, rien n'a été compris. On s'est demandé ce que c'était, on a imaginé que c'était une bulle de gaz qui avait explosé, une bombe dans les airs. En fait, c'est son fameux rayon de la mort qui avait démontré qu'il existait, qu'on pouvait sélectionner un endroit et qu'on pouvait sélectionner aussi la puissance et éviter de faire des morts. C'était une arme exceptionnelle. Sauf qu'effectivement, quand il a fait cette expérience, je pense qu'il avait prévenu personne. Donc on a quelques personnes, on pensait que c'était peut-être lui qui avait fait le fou parce qu'il était quand même réputé pour pas toujours maîtriser son énergie, ni celle de ses créations. Et en fait, cette histoire de Tunguska est restée un mystère. Pour moi, c'est pas du tout un mystère. C'est la preuve qu'il avait mis au point, dès 1908, un rayon qu'on a appelé rayon de la mort, dont lui a dit que c'était pas un rayon de la mort parce qu'il considérait pas qu'il avait tué des gens, donc c'était pas un rayon de la mort pour lui. C'est un rayon qui fait un dixième de millimètre par un dixième de millimètre. Il utilise du 50 millions de volts et après un amplificateur, et ça peut détruire tout ce qui est sur le passage. Il y a des articles où Tesla lui-même affirme avoir réussi à développer ça. L'incident de Tunguska reste l'un des événements les plus mystérieux du XXe siècle, bien que plusieurs hypothèses scientifiques aient été avancées, notamment celle d'une météorite ayant explosé dans l'atmosphère, appuyée par des études menées depuis les années 2000. On a prêté beaucoup de choses à Tesla et on s'est demandé si avec ces fameuses tours, il n'avait pas des pouvoirs qui nous avaient cachés. La seule application qu'il a eue, c'est à la demande de l'armée américaine, et plus exactement de la Navy. Il avait travaillé avec Roosevelt quand celui-ci, avant d'être président, était responsable de la Navy. En 1940, suite à l'attaque des Japonais, tous les bateaux américains ont été détruits, il s'est dit qu'il fallait trouver une parade à ça. Alors la parade, il a tout de suite pensé, c'est de se dire, il suffit de rendre les bateaux invisibles. Roosevelt l'a appelé en lui disant « je compte sur vous pour rendre les bateaux invisibles ». Alors il lui a dit « c'est faisable, mais ça va être compliqué ». Ce qu'il faut savoir, peut-être à la grande surprise des gens qui l'apprendront, Roosevelt a fait pression en lui disant « maintenant on est en guerre avec les Japonais, il faut absolument faire une expérience ». Ils ont commencé à faire une expérience qui a marché avec un bateau qu'ils ont rendu invisible.
invisible dans le temps dans lequel on vivait nous. Et Roosevelt est allé plus loin en disant maintenant on va faire des expériences avec un bateau où il y a des marins. Et là, Tesla a dit non, j'arrête, parce que là, il va s'en suivre des morts. Et effectivement, il a refusé de travailler. Roosevelt, qui était pourtant son ami, l'a menacé de passer au tribunal, hein, parce que non-coopération en temps de guerre, c'est une trahison. Et ils ont fait une expérience, qui est la fameuse expérience de Philadelphie, qui a fait disparaître un bateau, avec les conséquences qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'on a retrouvé, le bateau a disparu, on ne l'a pas retrouvé tout de suite, on l'a retrouvé plusieurs années après. Des marins étaient morts, étaient collés dans la coque, des gens étaient devenus fous. Et donc, effectivement, on avait joué avec quelque chose qui nous dépassait et les conseils qu'il lui avait donnés avaient été raison. Mais de cette expérience, les Américains se sont dit « Ah, c'est intéressant quand même, il y a peut-être des choses à faire. » Et donc, effectivement, faire des expériences et mettre des êtres humains dans des champs électromagnétiques, ça pouvait les perturber. En 1943, l'armée américaine aurait tenté une expérience inspirée des travaux de Nikola Tesla. Des témoignages attribués à des militaires présents sur d'autres navires évoquent des phénomènes inexplicables, mais le doute persiste. Et d'ailleurs, Tesla, on avait fait l'expérience lui-même dans un de ses labos. Un jour, il s'est mis dans un champ électromagnétique. Son champ électromagnétique était produit par 2 bobines Tesla qui étaient éloignées de quelques mètres. Il s'est mis au milieu et tout d'un coup, en fait, il a eu l'impression de changer de temps et d'espace et il a failli mourir à cause de ça. Heureusement, il y avait un technicien qui a pu couper le courant rapidement et il s'en est sorti. Mais il a compris que l'électricité avait un impact sur le cerveau. Est-ce que Tesla était capable de manipuler les ondes cérébrales? Alors, je ne sais pas si il avait vraiment réussi à faire ça, mais en tout cas, là, il y a des informations qui sortent sur des armes récentes qui s'appellent le voice to skull, donc de la voix vers le cerveau. Et là, ce sont des faits acquis et des brevets qui sont publiés désormais. Donc, on sait que c'est possible, que le cerveau humain peut être interfacé, la conscience humaine peut être interfacée avec les bonnes ondes, typiquement, ce sont avec des ondes scalaires. Donc, comme Tesla travaillait directement sur les ondes scalaires, ça ne serait pas surprenant qu'il ait pu effectivement s'interfacer avec le cerveau. Tesla avait avoué que dès qu'il était jeune, au moment où il se couchait, il avait des visions. Ces visions, des fois, l'emmenaient très loin puisqu'il avait l'impression de quitter son corps et de faire ce qu'on appelle communément dans les milieux ésotériques des voyages astraux. Et ça, il les a pratiqués régulièrement et ça lui a permis de voyager et de se balader dans toutes les parties, sans doute, de notre Terre. Quand on dématérialise, il n'y a plus rien qui vous arrête, ni les murs, ni l'espace, ni le temps. Ma question c'était mais qu'est-ce qu'il cherche avec ces bobines de Tesla? Aller chercher des hautes fréquences et des hautes tensions, à quoi ça sert? Personne ne comprenait à quoi ça sert. Il ne cite jamais l'éther dans ses brevets. Il décrit ces dispositifs, mais on ne sait pas à quoi il pense vraiment, et l'éther n'est jamais cité dans les brevets. Et c'est un livre donc, très intéressant aussi, qui moi m'a mis sur la piste de l'éther. C'est un livre qui s'appelle Cold War Secret Technology de Jerry Vassilatos. Et là, il explique vraiment ce sur quoi travaillait Tesla. Et c'était la quête de l'éther. Et pour moi, donc c'est sa plus grande invention, c'est la compréhension de l'antigravité. Donc ça, c'est un article. J'ai fini par trouver un article dans le New Herald. C'est un article du 15 octobre 1911 où il avait inventé. Alors l'article démarre où il présente la turbine de Tesla. C'est une turbine qui est beaucoup plus efficace que les turbines de l'époque. Il n'y a pas de valve, et ça monte à 18 000 tours minute. Mais cette turbine, il dit qu'il veut la mettre dans un paquebot qui s'appelle le Lusitania pour rééquiper le Lusitania. Mais l'article après va vers un engin volant. Il décrit dans cet article qu'il veut faire un engin volant qui va tenir dans l'air, dans le vent, en suspension, qui peut atteindre des vitesses extraordinaires, qui n'a pas d'aile, qui n'a pas de propulseur. Donc il décrit un engin, mais qui n'est pas du tout un aéroplane. En fait, là, il est 2 ans après Blériot, et là, il nous décrit un engin volant qui a des performances hallucinantes. Et c'est cet article-là qui m'a convaincu qu'il avait vraiment découvert l'antigravité. Le livre de Paul Laviolette, Secrets of Anti-Gravity Propulsion, explique que Tesla, quand il faisait claquer les éclairs dans son laboratoire et qu'il se mettait derrière le point d'impact de l'éclair, il ressentait une pression sur son visage. Et donc il a cherché à étudier cette force de pression, qu'est-ce que c'est que ça? Il avait essayé des boucliers, donc des cages de Faraday, de tout type d'isolants pour voir est-ce que cette force traverse les murs.
Et en fait, cette force qu'il ressentait traversait tout. Il n'arrivait pas à masquer cette force. C'est ça qui m'a fait comprendre qu'il avait effectivement que cette force, en fait, c'était une force équivalente à de la gravité, mais produite par de l'électricité. Et donc, c'est l'électrogravité. Et c'est le point de départ de mes travaux sur le principe de fonctionnement des ovnis. C'est comment on fait de l'antigravité avec de la haute tension. Il a dit qu'il avait reçu des émissions des extraterrestres. Et à partir de ce moment-là, clairement, il est passé pour un fou, pour un illuminé. C'est grâce au type d'onde qu'il a découvert en 1892. Il a sorti un papier dans The Electrical Engineer, qui est une revue, qui était une revue à l'époque, où il dit avoir découvert des ondes, mais qui ne sont pas les ondes hertziennes. Il cherchait à reproduire les expériences de Hertz, qui avait découvert ce qu'on appelle aujourd'hui nous les ondes hertziennes. Et en cherchant à reproduire ces expériences, il est tombé sur un autre type d'ondes, qui sont des ondes longitudinales, c'est comme du son. Là, c'est des ondes purement électriques. Ces ondes, aujourd'hui, ne sont pas reconnues par la physique officielle, mais elles existent, et Tesla les avait découvertes. Elles se produisent instantanément, beaucoup plus vite que la lumière. C'est grâce à ces ondes qu'il est possible de communiquer avec des civilisations quasiment instantanément. Donc on suspecte que des civilisations avancées, de toute façon, utilisent ces moyens de communication pour ne pas être tributaires du délai introduit par la vitesse de la lumière, même si elle est rapide, sur des communications interstellaires, ça ne suffit pas. Donc ça change radicalement la problématique de communication. Et donc le fameux livre de Arthur Matthews, qui s'appelle The Wall of Light, le mur de lumière, qu'il a écrit donc, suite aux travaux qu'il avait avec Tesla, il décrit qu'il avait fabriqué ce qu'il s'appelait un Teslascope. En tout cas, c'est ce qu'il raconte l'été 1899. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, on est avec le contexte des canaux sur Mars, le fait qu'il y a des Martiens, il y a eu la guerre des mondes qui est sortie quelques années précédemment. Il l'explique dans ses mémoires, il est en train de travailler et puis il entend 3 signaux répétitifs qui se succèdent au niveau de son système avec lequel il écoutait l'activité électromagnétique présente autour de lui. Et ça lui donne l'idée que s'il peut recevoir des signaux radio, qu'il peut recevoir des signaux, lui il n'appelle pas ça des signaux radio, il appelle ça des signaux électriques. S'il peut recevoir des signaux électriques, ça veut dire qu'on peut envoyer des signaux électriques. Chaque année, pour son anniversaire, il se fendait un peu d'un billet qu'il publiait, qu'il diffusait à la presse, et il organisait aussi un peu un dîner ou un repas, ou ses amis en tout cas l'organisaient pour lui, où il y avait un groupe de personnes, des dignitaires serbo-croates qui pouvaient être présents. Donc il a 81 ans, il est en train de fêter son 80e anniversaire. Il leur raconte qu'il est en train de travailler à un appareil qui permettra de communiquer en termes de radioastronomie avec d'autres planètes et notamment avec Mars. Presque 30 ou 40 ans plus tôt. Il en parle dans la presse en termes de perspective, d'horizon, et il continue à travailler là-dessus et vraiment en faire un dispositif qui pourrait fonctionner encore au milieu des années 30. Parce que malheureusement, avec la tour de Wardenclyffe et tous ces dispositifs qu'il avait mis en place entre les années 1900 et 1920, son laboratoire à Colorado Springs et puis ensuite vraiment l'installation gigantesque qu'il avait pu mettre en place, un des usages, c'était effectivement d'envoyer les signaux à distance, mais comme ces appareils, il n'a pas pu les faire fonctionner autant qu'il le voulait ou avec la puissance qu'il le souhaitait, il n'a pas pu expérimenter comme il l'entendait dans sa tête par rapport à ce qu'il était capable de visualiser. Dans cette vision des choses, si on est capable d'envoyer des messages et des signaux et de l'information à distance, sans fil, on peut envoyer ça à distance sur d'autres planètes. Et ça fait partie des recherches de Tesla, ça fait partie de sa trajectoire qui est d'être un pionnier de la radioastronomie. Tesla, en fait, a caché au monde entier, à partir du moment où on s'est moqué de lui, qu'il avait des relations avec les extraterrestres, il n'en a plus jamais parlé. On peut penser qu'il avait des contacts sur Terre avec des extraterrestres. On peut penser que les extraterrestres l'ont guidé pour développer ses soucoupes volantes et lui ont donné la clé pour développer les énergies, comment les capter, comment les émettre. Extraterrestre, le mot extraterrestre a une connotation un peu ésotérique malheureusement, mais il y a d'autres êtres et d'autres civilisations qui, à mon avis, ont la capacité de communiquer entre systèmes différents, autres que le système solaire. Je ne suis pas sûr que Tesla était arrivé à dépasser déjà ce petit milieu tout à fait intime qui est le système solaire. Mais je pense que dans le système solaire, il avait effectivement appris à communiquer grâce toujours aux ondes.
On n'a plus besoin d'interface, de boutons, ainsi de suite. Il suffit de penser d'accélérer dans un véhicule pour qu'il accélère et qu'il passe ailleurs. C'est un peu comme ça que fonctionnent d'ailleurs les soucoupes volantes. Sauf qu'il était limité par l'énergie dont avait besoin cette soucoupe volante. Et c'est pour ça qu'il a aussi développé l'énergie libre. Parce qu'il n'était plus attaché à un point précis et à une distance, limité à une distance. D'abord, Tesla n'avait pas l'habitude d'écrire. Il n'écrivait pas, ça l'ennuyait. Il ne déposait pas de brevet parce qu'il s'en fichait de toucher de l'argent. Donc en fait, souvent, il travaillait comme un artiste, quoi, un peu. Et donc des documents, il en a fait, puisqu'en fait, ce qu'avait saisi le FBI à sa mort, c'est quand même l'équivalent de 100 malles. Personne n'y a eu accès. La seule personne qui a eu accès, c'est son neveu, qui lui-même avait vu des documents et en a parlé au FBI, parce que le FBI, il l'avait... à la mort de Tesla, il l'avait interrogé en lui disant « Mais vous savez, qu'est-ce que faisait Tesla ?» ainsi de suite. « Est-ce que vous pensez qu'il a créé des soucoupes volantes ?» Choses comme ça. Comme le fameux Salah ne savait rien du tout, il a dit « Non, je ne sais rien. » Sauf qu'ils lui ont montré des documents et qu'à un moment, il a reconnu l'écriture de son oncle et la langue qu'il utilisait pour coder ces documents. Cette langue, c'était le sanskrit. Il fallait déjà être assez fort pour pouvoir faire ça. Et là, le fameux neveu a vu et il a dit « Oui, ça je reconnais l'écriture ». Alors l'oncle de Trump, John Trump, eh bien c'est lui, le physicien, qui était spécialiste des hautes tensions et qui a eu les dossiers de Tesla donc à la semaine après la mort de Tesla. C'est lui qui a eu les archives, soi-disant, et il y a un rapport là qui est public, hein, dans lequel il dit non, il n'y a rien d'intéressant. Donc ça, c'est le rapport officiel de John Trump. Comme personne ne comprenait ce qu'il faisait, derrière, on ne peut pas en faire grand-chose, je pense. La voiture, j'ai vu des photos de sa voiture, de la Pierce Arrow. Ils ont pu la récupérer, mais après, comme on ne sait pas comment ça marche, ou cette physique n'est pas comprise, donc personne n'en fait pas grand-chose. Il s'était intéressé aussi au bouddhisme. Il avait un regard particulier sur tout ce qui était ayurvédique, la santé, ainsi de suite. Il savait aussi que le corps humain était fait d'une superposition de corps, dont le corps, bizarrement, s'appelle le corps éthérique. Et le corps éthérique, évidemment, on pense forcément à l'éther et à l'impact que pouvaient avoir l'éther et les ondes scalaires. Et donc, il s'était beaucoup intéressé à tout ce qui était santé. Et quand il s'est intéressé à tout ce qui était ayurvédique et bouddhisme, il se trouve qu'un jour, il y a une soirée qui avait été organisée par ses amis intimes. Et dans cette salle, il y avait un yogi qui s'appelait Vivekananda, bouddhiste connu. C'est lui qui avait en fait introduit le bouddhisme et toutes les données du Veda. Le Veda, c'est les livres saints au même titre que le Mahabharata. Et évidemment, il va discuter avec Tesla et il va parler du Mahabharata. Et dans le Mahabharata, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des combats avec des engins qui sont dans le ciel, qui possèdent la bombe atomique. Ce sont des soucoupes volantes. C'est exactement la copie de la soucoupe volante. Il est passionné par cette rencontre qui va changer sa vie et donner une dimension spirituelle très importante. Et Tesla a beaucoup insisté là-dessus, c'est que la vie, le progrès sans spiritualité n'a aucun intérêt.